Si vous n'avez jamais fait de programmation mais que vous avez envie de découvrir ça aujourd'hui, eh bien ça tombe bien car c'est exactement l'objectif de cette vidéo spéciale débutant où je vous propose d'apprendre les bases de la programmation en JavaScript dans une vidéo qui devrait faire un petit peu moins d'une heure et dans laquelle je vous propose déjà de découvrir pas mal de concepts. Assez pour que vous puissiez avoir vraiment un très bon aperçu de ce qu'est la programmation, de ce qu'est JavaScript et déjà commencer à faire quelques petites choses sympathiques. Donc, si vous désirez vous y mettre en un petit peu moins d'une heure, eh bien ça tombe bien parce que c'est justement ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, quelques petits conseils avant de commencer justement. Premièrement, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour refaire toutes les manipulations sur votre propre ordinateur. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important en informatique. Regardez, c'est bien, mais faire, c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Prenez le temps de tout refaire sur votre ordinateur. Cette vidéo, elle est vraiment prévue pour ça. Et juste avant de commencer, sachez que cette vidéo, elle est sponsorisée par Hostinger, un hébergeur web axé sur les performances. Petite découverte. Hostinger, c'est un hébergement web qui vous propose un hébergement avant tout performant à un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez choisir Commencer pour choisir un plan d'hébergement. L'hébergement premium le plus vendu vous permet d'héberger jusqu'à 100 sites web et vous propose 100 gigaoctets de stockage en SSD avec une boîte email gratuite, un certificat SSL et un nom de domaine, et même du crédit Google Ads. Pour commencer, choisissez simplement Ajouter au panier, remplissez le formulaire et surtout, pensez à utiliser mon bon de réduction qui vous permettra d'avoir 7% de réduction supplémentaire en utilisant le code de réduction Bertrand. Donc simplement cliquez sur vous avez un code coupon et utilisez le code Bertrand. En l'ajoutant, vous avez bien 7% de réduction supplémentaire. Vous pouvez aussi bénéficier de réductions supplémentaires en prenant un hébergement pour 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Avec 48 mois, vous économisez jusqu'à 75%. Une fois l'hébergement commandé, vous pouvez simplement installer votre WordPress ou votre autre système de CMS préféré en utilisant l'installateur automatique. Sélectionnez simplement le site que vous voulez, soit un WordPress ou un WordPress plus un WooCommerce par exemple pour faire de l'e-commerce et entrez simplement les informations demandées pour créer automatiquement votre WordPress. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi découvrir comment héberger vous-même votre propre site web grâce à mon tutoriel dont je vous mets le lien ici en fiche et en description. Ici, vous apprendrez à héberger votre site HTML, CSS ou un site WordPress que vous avez fait sur votre ordinateur pour le mettre en ligne. Tout simplement. Et tant que vous y êtes, pensez à vous abonner à la chaîne afin de me soutenir dans mon travail et d'avoir plus de vidéos d'initiation à l'informatique. Ok, on est parti donc pour notre découverte de la programmation. Donc vraiment cette vidéo, comme je l'ai expliqué, elle est là vraiment pour le débutant absolu. Et donc on va découvrir pas mal de choses assez rapidement aujourd'hui. Et la première, eh bien, c'est de comprendre que des langages de programmation, il y en a énormément. Ici, je suis en train de défiler vraiment toute une liste de langages de programmation avec à chaque fois un objectif, à chaque fois un petit programme qui sert simplement à dire bonjour. C'est ce qu'on appelle un programme Hello World. Un programme Hello World, simplement, il est là pour montrer la syntaxe de base d'un langage de programmation. Parce que comme vous le voyez, en fonction du langage, eh bien ça ne s'écrit pas de la même façon. Les principes resteront toujours plus ou moins les mêmes, mais la façon de faire, la façon de le dire change un peu. Alors ça, c'est vraiment la première chose à comprendre. Et la deuxième, eh bien, c'est qu'en fonction du langage, on va pouvoir faire plus ou moins tel ou tel type de choses. Il y a des langages assez généraux qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses et il y a des langages qui sont vraiment spécialisés dans un seul élément. Alors nous, ce qu'on va faire ensemble, eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est découvrir le JavaScript. Le JavaScript, c'est quoi? Eh bien, c'est un langage qui au départ servait à créer les interactions sur les pages web, mais qui maintenant permet vraiment d'avoir un très grand potentiel d'utilisation. Avec le JavaScript, eh bien, vous pouvez créer bien sûr des sites web très interactifs, des applications web, mais vous pouvez aussi créer des services web, vous pouvez créer des applications mobiles et vous pouvez même créer avec certains frameworks des jeux vidéo.
En tout cas, une petite base de jeu. C'est pas vraiment le langage le plus adapté pour les jeux, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment un gros potentiel d'usage possible. Et je parle même pas de la possibilité de faire des applications de bureau. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire au final pour découvrir JavaScript ensemble? Qu'est-ce qu'on a besoin comme prérequis de téléchargement sur votre ordinateur? Eh bien, pas grand-chose, parce que nous, on va vraiment s'intéresser à un usage web pour le côté découverte. Mais encore une fois, j'essaierai vraiment de rester dans des principes assez généraux. Donc, on va utiliser ensemble Google Chrome, tout simplement comme ça, eh bien, on aura le même navigateur tous. Donc voilà, on va simplement enregistrer, télécharger Google Chrome et l'installer sur votre ordinateur. Donc comme ça, on s'y retrouvera facilement parce que les options seront au même endroit et on va télécharger et installer VS Code qui est un éditeur de code assez léger et assez puissant créé par Microsoft. Là aussi, encore une fois, on pourrait en utiliser d'autres, on pourrait même le faire avec le bloc-notes de Windows. Mais VS Code est une bonne base car il vous permet d'avoir pas mal d'extensions, quelques automatismes, etc. Des choses qui sont intéressantes. Ok, maintenant que VS Code est lancé, eh bien on va tout de suite créer notre fichier, notre premier fichier que nous utiliserons comme terrain de jeu pour découvrir ensemble la programmation. Et pour ça, cliquez sur Fichier et sélectionnez simplement Nouveau fichier. On va ensuite faire un coup de Fichier, Enregistrer ou alors le raccourci CTRL-S pour enregistrer notre fichier quelque part au choix sur votre ordinateur. Personnellement, je vais le mettre sur le bureau, mais vous pouvez le mettre absolument où vous désirez. Donc moi je vais l'appeler démo et je vais lui donner l'extension .html. Simplement pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va faire cette découverte plutôt dans le cadre d'un développement web. Et donc, bien souvent, on va intégrer ce JavaScript au sein d'une page web. Donc, je fais démo.html et je clique sur enregistrer. Le .html est important. Ensuite, je peux simplement venir double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir avec Google Chrome, donc dans ce cas-ci. Ou alors faire un clic droit et choisir ouvrir avec et choisir Google Chrome. Le fichier est totalement blanc. C'est normal, c'est parce qu'on n'a encore rien dessus. Mais au moins, notre base, elle est là. Et donc, eh bien, vous avez votre Google Chrome avec votre page chargée et vous avez votre fichier ici. Alors, je vais zoomer un petit peu personnellement avec CTRL+, pour que vous voyez vraiment bien, voilà, ici, sur mon écran. Et ensuite, on est parti. Alors, normalement, on devrait créer une structure HTML complète. Donc, simplement, si vous avez bien fait les choses, vous tapez HTML et ça vous propose une structure complète. Mais pour les besoins de la vidéo, voilà, pour le côté découverte, on va simplement taper une balise script. C'est dans cette balise qu'on va taper notre JavaScript. Encore une fois, normalement, on le fait en complet. Mais ici, on est vraiment dans une étape de découverte. Je vais enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer très souvent votre travail au cas où. Donc, cliquez simplement sur enregistrer à chaque fois ou utilisez CTRL-S régulièrement. Et ensuite, je vais taper ma première ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper alerte. Voilà, comme ça, avec un A minuscule. C'est important. Et ensuite, eh bien, je vais ouvrir les parenthèses et dans ces parenthèses, je vais mettre des guillemets. Alors, normalement, avec VS Code, quand vous ouvrez une parenthèse, il va la fermer automatiquement. Si vous ouvrez un guillemet, il va le fermer automatiquement. Mais en tout cas, voilà, ayez bien cette structure-là. Au sein de ces guillemets, entre ces guillemets, eh bien, maintenant, je peux taper plus ou moins n'importe quel message. Alors, au niveau du message, eh bien, on va faire ce qu'on a vu au début de la vidéo, ça veut dire faire un programme Hello World. Donc, le programme, simplement, il va simplement nous dire bonjour. Et ensuite, eh bien, je vais terminer par un point-virgule. Je reviendrai sur tout ça après. J'enregistre bien, ça c'est important, donc soit un CTRL-S, soit un fichier enregistré. Et ensuite, avec Google Chrome, eh bien, je vais recharger cette page. Et donc pour ça, soit je vais utiliser la petite roue qui se trouve ici, ce petit logo qui va me permettre d'actualiser la page, soit je vais utiliser CTRL-R comme raccourci clavier. Alors, quand on le fait, eh bien, on voit directement ici que notre programme, eh bien, il nous indique Hello World. Et donc, on vient de faire une première chose super importante ici, c'est qu'on a déjà permis en fait d'avoir une sortie utilisateur. On a un message qui retourne notre programme vers nous, vers notre utilisateur. Et donc ça, c'est vraiment déjà une grande première base que nous avons fait ensemble. Et si ça ne marche pas, eh bien, continuez la vidéo parce que
Je vais voir ça dans les détails et si ça ne marche pas, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc moi je valide avec OK. Ok, alors découvrons un petit peu ce que nous avons fait. En fait, intéressons-nous premièrement à la ligne complète. Cette ligne, ici, que je vais agrandir un petit peu, eh bien, c'est ce qu'on appelle une instruction. C'est une ligne qui dit à l'ordinateur, en l'occurrence ici au navigateur web, quoi faire. Et c'est ce en quoi consiste au final la programmation. Les programmes, eh bien, ce sont une série d'instructions qui vont à chaque fois détailler ce que l'on demande à l'ordinateur. Alors ici, cette instruction, elle est composée de plusieurs choses. Et la première, eh bien, c'est une fonction. Une fonction, c'est quoi? Eh bien, c'est une fonctionnalité déjà préexistante dans votre langage de programmation qui permet de faire quelque chose de précis. Dans ce cas-ci, la fonction alerte, eh bien, me permet d'envoyer un message à l'utilisateur à travers une boîte qui s'affiche dans le navigateur. Et c'est bien ce que nous avons vu précédemment. En JavaScript, et dans de nombreux autres langages de programmation, eh bien, le nom d'une fonction sera toujours suivi de parenthèses. Et dans ces parenthèses, eh bien, quand il y a lieu de donner une précision, ici la précision c'est quoi? Eh bien, c'est ce que l'on veut afficher dans la boîte, eh bien, on mettra ces informations-là à l'intérieur de la parenthèse. Enfin, dans de nombreux langages de programmation, on terminera la ligne par un point-virgule pour dire, bah voilà, cette ligne, elle s'arrête là, et ensuite, on passera à la ligne suivante avec Enter pour ajouter d'autres instructions. Alors, à savoir qu'en JavaScript, là j'ai mis le point-virgule, mais le point-virgule en JavaScript est optionnel. Ça marcherait tout aussi bien si je le faisais comme ça. Mais prenez quand même l'habitude de le mettre dans un premier temps. Encore une fois, c'est optionnel en JavaScript, mais dans beaucoup d'autres langages, c'est obligatoire. Alors attention, si ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème, et souvent ce problème, ça sera soit que vous avez oublié les guillemets ouvrants et fermants qui se trouvent ici, ou alors le deuxième problème, c'est que alerte ne sera pas écrit correctement. Par exemple, vous pourriez très bien avoir écrit alerte avec 2 A. Dans ce cas-ci, si je recharge, ici, hop, eh bien, on voit, ça ne fonctionne plus, il n'y a rien. Une autre erreur que vous aurez peut-être pu faire si ça ne fonctionne toujours pas, c'est d'avoir mis alerte avec un A majuscule. La casse, donc ce qu'on appelle la casse, c'est le fait de mettre en minuscule, en majuscule, etc. En programmation, aura souvent de l'importance, en tout cas pour le nom des méthodes, des mots-clés, etc. Ici, là, je peux changer sans absolument aucun souci. Je peux mettre un L majuscule ici, par exemple, dans le contenu justement de ma fonction. Je détaillerai ça un petit peu plus tard. Là, ça ne posera pas de souci. Mais là, ça va en poser un. Et donc, si je reviens encore une fois, je recharge, bah ça marche toujours pas. Et au final, bah, on va pas toujours regarder les choses à l'aveugle comme ça. D'un langage de programmation, il aura toujours une façon de vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. En l'occurrence, et dans un navigateur web en JavaScript, il est où cet endroit-là? Eh bien, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur inspecter ou afficher le code source de la page, ce qui aura pour effet de m'afficher les outils de développement web. Je pourrais faire pareil en venant sur le menu, plus d'outils et outils de développement. Et ensuite, je vais aller ici dans console. Dans console, en fait, on a les retours de JavaScript. Et donc ici, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que alert n'est pas défini. Alert is not defined. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que JavaScript, plus précisément le moteur d'exécution JavaScript, ne trouve pas en fait alerte. Alerte, il ne connaît pas. Alerte, ça lui est inconnu. Donc, ça serait le même message d'ailleurs si je faisais l'erreur que je vous ai montrée juste avant, le alerte avec 2A ici. Voilà, je recharge. Toujours pensez à recharger. Comme vous avez fait une modification d'ailleurs, est toujours enregistrée ici, parce que si vous n'enregistrez pas, bien la modification n'aura pas lieu. Là, il me dit pareil, alert is not defined. Autrement dit, j'ai pas trouvé alerte, je sais pas de quoi tu me parles. Donc, je le remets correctement, je fais un CTRL S, et en venant ici, en rechargeant, eh bien, je vois que maintenant, ça fonctionne, et que la deuxième modification que j'avais fait, mettre le deuxième L en majuscule, là, n'a pas d'importance, et on voit que ça fonctionne bien. Donc, je clique OK, et je vais remettre le deuxième L en minuscule, et là, on voit que ça fonctionne. Alors, ici, dans cette console, il y a aussi moyen d'envoyer nous-mêmes des messages dans cette console.
Et comment on va faire ça? Eh bien simplement, on va venir utiliser une autre fonction qui est console.log. Alors ici, on voit qu'on a un point entre les deux. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Je ne vais pas rentrer dedans directement. Mais faites bien attention à marquer ça comme ça. Si vous avez déjà compris ça à ce moment-ci, c'est très bien. Et dans ce console.log, je vais lui mettre un nouveau message. Voilà. Je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse, je ferme le point-virgule. Je recharge. J'ai toujours ce message qui apparaît. Je clique sur OK. Et on voit que j'ai un nouveau message qui apparaît ici dans ma console. Donc cette fonction-là, elle peut être utile à des moments donnés, si vous êtes un peu perdu dans votre programme, etc. Ça peut envoyer des messages dans la console. Et ces messages dans la console peuvent vous aider à vous débloquer. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais il y a autre chose qui est intéressant à ce moment-ci. Et ça, je ne sais pas si vous y avez prêté attention dans les secondes qui viennent de s'écouler. Je fais un nouveau rechargement de la page. Et je vois que c'est très séquentiel. Vous voyez ici, pour l'instant, dans la console, il n'y a rien. Mais il y a le message qui indique « Hello World ». Je clique OK. Et maintenant, le message apparaît dans la console. Et en fait, vous voyez très bien que tant que je ne clique pas sur OK ici, le message n'apparaît pas. Ça montre bien que les instructions sont exécutées en fait du haut vers le bas et les unes à la suite de l'autre. Donc ici, il me fait un alert Hello World et en fait, il attend entre les deux. Il attend que je clique sur OK. Et seulement quand je clique sur OK, il va continuer l'exécution de son programme. Alors, voilà, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. L'ordinateur va vraiment exécuter toutes les instructions qu'il trouve du haut vers le bas à la suite. Ok, et maintenant que nous savons comment dire quelque chose au final à notre utilisateur, eh bien, intéressons-nous à comment lui demander quelque chose. Et pour ça, eh bien, tout comme nous avons une fonction alerte ou console.log, eh bien, on a une fonction qui nous permet de le faire. Et cette fonction, elle s'appelle prompt. Donc, prompt, et on peut demander quelque chose. Par exemple, quel est, pour prendre quelque chose d'assez classique, votre prénom? Point d'interrogation. J'enregistre et je vais relancer ma page. Et on voit bien que quand on relance cette page, au final, eh bien, on a une boîte de dialogue qui nous demande eh bien, quel est mon prénom. Je vais dire Bertrand, tout simplement, et je vais cliquer sur OK. Et là, eh ben, ça fait rien d'autre. Ça fait rien d'autre parce que du coup, on lui a demandé de rien faire d'autre. On lui a demandé à aucun moment de le stocker, de l'afficher, etc. On lui a juste dit, bah voilà, demande à l'utilisateur quel est son prénom. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre en informatique, en programmation. L'ordinateur, il va faire exactement ce que vous lui demandez, même si vous lui demandez des choses qui n'ont pas de sens, même si vous lui demandez des choses qui servent à rien, etc. Il va faire exactement ce que vous lui avez demandé. Donc ici, on lui a demandé quoi? On lui a demandé, prompt, quel est votre prénom? Donc on lui a demandé d'afficher un message, quel est votre prénom, et d'attendre une réponse. C'est tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et maintenant, eh bien, l'idée, ça serait de l'afficher. D'accord? Voilà, tout simplement, on y va étape par étape. Et donc du coup, eh bien ici, comment je vais faire ça? Eh bien, j'ai besoin de stocker au final ce prénom que l'utilisateur nous donne. Et pour stocker quelque chose en programmation, on a ce qu'on appelle une variable. Alors pour déclarer une variable, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un coup de let, LET, voilà, c'est un nom, c'est un mot-clé du langage de programmation. Ça veut dire que là, ce qui suit, ça va être une variable. Et on va lui dire que, voilà, je vais mettre ça sur 2 lignes d'ailleurs. Hop. Voilà, je mets ça sur 2 lignes d'ailleurs. Et on va lui dire que let prénom. Voilà. Donc, let prénom, c'est quoi? Ça sera un espace dans la mémoire du système qui contiendra le prénom. C'est ce qu'est une variable. Et ensuite, donc là, on a fait quelque chose qui s'appelle la déclaration. On a dit à l'ordinateur que la variable, eh bien, elle existait. Et maintenant, on va lui donner une valeur. Et pour ça, eh bien, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la variable, je vais dire prénom, et je vais dire prénom égal. Et égal quoi? Eh bien, égal ce qu'on va récupérer de notre fonction prompt. Et donc ici, tout ce qu'on va faire, c'est stocker cette variable. Et ensuite, eh bien, pour confirmer, on pourrait l'afficher. Donc pour l'afficher, eh bien, on peut réutiliser une des 2 fonctions qu'on a vues précédemment. Donc moi, je vais faire simplement un alerte.
Et alors, tout comme on a mis une chaîne de caractères, j'ai dit qu'on allait revenir là-dessus, mais ça s'appelle une chaîne de caractères, c'est du texte, grosso modo, c'est défini par des guillemets. Mais ici, plutôt que de définir ça par des guillemets, on va juste remettre le nom de la variable, ça va fonctionner. Donc voilà ce qui va se passer. On a déclaré un espace mémoire, une variable prénom. Dans cette variable prénom, on va mettre ce qu'on rentre via le clavier quand la fenêtre s'affiche. Et ensuite, on va nous demander d'afficher le prénom. Donc, j'enregistre et je lance mon code. Il nous demande bien quel est mon prénom. Je vais répondre Bertrand. Je vais faire OK. Et vous voyez ensuite que la page m'indique Bertrand. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On clique sur OK et on est bon. Alors, à noter que cette variable, eh bien, elle peut être réutilisée. Ça veut dire que, à ce moment-ci, je peux aussi faire un coup de console.log et réutiliser prénom. Je fais un point virgule, j'enregistre et ensuite, eh bien, je vais recharger ma page une nouvelle fois. Je rentre toujours Bertrand, je fais OK. On voit que cette page indique Bertrand, OK, et celle-là indique Bertrand également, d'accord, sur le console.log, exactement comme ce qu'on a fait un petit peu plus avant dans la vidéo. Et donc, vous comprenez bien maintenant déjà ces concepts-là qui sont déjà des concepts très importants. Avec ça, on sait déjà faire pas mal de choses et vous allez le découvrir par la suite de ce tuto sur les bases de JavaScript. Alors, à savoir que, voilà, quand on met pas de guillemets, justement, c'est le nom d'une variable, d'une méthode, etc. Quand on met du guillemet, c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Donc ici, là, pour vous faire la petite démo de la différence pour que vous compreniez bien, là, j'ai fait alerte, prénom entre guillemets, donc simplement, c'est comme si j'avais mis alerte, hello world, etc. Il va pas voir que c'est une variable. Pour lui, c'est juste le mot prénom. Et donc, ici, je vous fais la démo. Donc, je remets Bertrand. Je fais OK. Et vous voyez qu'il m'indique prénom. Par contre, sur la deuxième, où j'ai pas mis de guillemets, eh bien là, on a bien le contenu de notre variable. Donc, ne confondez pas les deux. Ici, entre guillemets, on a du texte pur. Et ici, eh bien, on a une variable qui contient, en fait, du texte pur qu'on a rentré nous-mêmes. Alors ici aussi, une erreur qui est souvent faite par les débutants, c'est de se tromper parfois quand on répète le nom d'une variable. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis prénom sans accent, etc. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne pratique. Si on ne peut pas vraiment utiliser des accents dans les langages de programmation, en tout cas, pas pour les noms des variables etc. Donc, utilisez toujours des choses sans accent pour le choix des variables, etc. Mais admettons ici, je me trompe et j'ai mis prénom, voilà, avec un accent sur le E, ici. Eh bien, voyons ce qui va se passer. Je vais enregistrer. Je vais relancer mon code. Pour l'instant, sur la première ligne, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, donc il n'est pas encore arrivé là. Pour l'instant, même précisément, il est ici dans le code. Donc, je vais lui dire Bertrand. Et attention ici, je vais valider avec OK. Et là, vous voyez qu'il y est marqué une define. Une define, ça veut dire j'ai pas trouvé la variable en fait. J'ai pas trouvé la variable. Et d'ailleurs, ici, il me log une define également. Pourquoi il n'a pas trouvé ça? Eh bien, simplement, parce qu'ici, prénom, ça n'existe pas en fait. Prénom, avec un « et », c'est une toute autre variable que prénom ici, sans « et ». D'accord? Tout simplement. Et donc, si vous avez cette erreur-là, c'est simplement dû à ça. Et donc, je remets prénom ici, tout simplement. Je fais un coup de CTRL S ou d'enregistrer sous. Je reviens, je recharge et là, on voit que tout fonctionne bien. Ok, maintenant, on va continuer un petit peu à s'intéresser aux variables pour découvrir deux choses. La première, c'est qu'il y a moyen d'effectuer des opérations sur ces variables en question. Et la deuxième, c'est qu'il existe plusieurs types de variables. Alors, on va faire ça pas à pas. La première, c'est de faire justement une de ces opérations sur ces variables. Donc, je vais supprimer le console.log qui se trouve ici, voilà, pour simplifier un petit peu. Je vais toujours garder le prénom égale prompt, quel est votre prénom, pour remplir quelque chose dans ma variable. Mais maintenant, je vais faire une opération dessus. Ça veut dire que, ici, par exemple, je vais lui dire prénom est égal à, entre guillemets, là, je vais rentrer du texte, bonjour. Et alors là, vous avez compris, ça va dire bonjour Bertrand, d'accord?
Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'en remettant le nom de la variable avec un égal, on va réaffecter, on va changer sa valeur. Donc là, si je laisse en l'état d'ailleurs, eh bien, d'ailleurs, on va le faire, comme ça vous le visualiserez bien. Ça va juste nous changer par bonjour virgule, même si on a mis le prénom ici, parce qu'il faut vraiment voir ça dans l'ordre. On déclare la variable vide. Dans cette variable vide, on lui met une nouvelle valeur, qui sera celle qu'on rentre. Toujours dans cette même variable, on lui dit maintenant ça vaut bonjour. Voilà, je mets un petit point virgule à la fin pour faire propre. Et je lui dis ensuite de l'afficher. D'accord? Donc on voit en fait qu'ici, la valeur va changer. On va parler de réaffectation. Donc je lance ça. Ouais, si je peux mettre n'importe quoi, je peux mettre Bertrand par exemple, je fais OK. Et on voit que ça a mis bonjour à la place. Et c'est exactement le comportement qu'on lui a décrit. Sauf que, non, ça n'a pas beaucoup de sens. On voudrait bien dire bonjour Bertrand par exemple. Et donc pour ça, on va utiliser quelque chose qu'on utilise très souvent en programmation quand on manipule du texte, c'est la concaténation. Alors la concaténation, c'est quoi? C'est simplement de fusionner une chaîne de caractères avec une autre. Donc ici, en fait, on a besoin de faire bonjour Bertrand, si on a écrit Bertrand dans la variable prénom. Et pour ça, on va toujours dire que prénom, c'est égal à une nouvelle valeur, et cette nouvelle valeur, c'est quoi? Bonjour plus prénom, plus la valeur qui était déjà contenue, en fait, dans notre variable prénom. Et donc ici, à ce moment-ci, voilà, il est toujours au courant de ce qu'il y avait dans le prénom ici, d'accord? Ça n'a pas encore changé. Et donc ici, ça nous permet de dire bonjour Bertrand, par exemple, si j'ai rentré Bertrand dans cette variable prénom, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je reviens dans Google Chrome, je recharge, et on met ici, voilà, quel est votre prénom? Je m'appelle Bertrand, je fais OK. Et ici, on voit bien qu'il me met bonjour Bertrand. Donc on a bien cette fusion au final des deux chaînes de caractères. Donc voilà, là j'espère que vous avez bien compris, et cette opération de fusionner deux chaînes de caractères, ça s'appelle une concaténation. Et simplement, quand est-ce qu'on fait une concaténation? Eh bien, on met un plus entre deux chaînes de caractères. Ici, on en a une qui est codée, on va dire en dur, qui est écrite telle qu'elle dans le programme. Et ici, on en a une qui est contenue dans une variable. Mais dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Et donc, les deux vont venir s'additionner. Et ça me permet du coup de rebondir sur les types de données, les data types, en programmation. Ok, et donc c'est quoi cette notion de type de données? Eh bien, un type de données, on en a déjà vu un ensemble, et c'est celui-là, la chaîne de caractères, dont je vous ai déjà parlé. Mais voyons ça d'un petit peu plus près. Admettons que je crée une nouvelle variable, je vais l'appeler letVariable, voilà, je l'appelle variable, et dedans, voilà, et dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que variable, c'est égal à 5 plus 5. Mais je fais ça, vous le voyez d'ailleurs, entouré de guillemets au niveau de mes 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du texte, que c'est une chaîne de caractères. D'ailleurs, on appelle souvent ça un string pour chaîne en anglais. Et d'ailleurs, ce que je viens de faire ici, ça s'appelle mettre un commentaire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais du coup, eh bien, si je fais un petit log, voilà, console.log de cette variable, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. 1, 2, attention, réponse. Je recharge, eh bien, vous le voyez, ça m'affiche 55. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus entre deux chaînes de caractères, et ces deux chaînes de caractères, eh bien, quand on fait un plus entre eux, eh bien, c'est une concaténation. Donc, on les met à la suite. Maintenant, voyons les choses différemment. Je vais enlever les guillemets autour de mes 2,5 et je vais enregistrer. Et ici, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse encore 2 secondes pour réfléchir. 1, 2, et je recharge. Et là, vous voyez bien qu'on a plus 55 qui s'affiche, mais 10, autrement dit, le résultat de 5 plus 5. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, c'est qu'on a utilisé des data types différents. Dans le premier cas, j'ai utilisé les chaînes de caractères. Dans le deuxième cas, j'ai utilisé des nombres. Et donc, on voit bien la différence ici. Quand je mets simplement mes nombres comme ça, sans guillemets autour, JavaScript comprend bien que c'est un nombre. Et donc là, il est possible, entre deux nombres d'ailleurs, de venir, par exemple, multiplier, voilà ici,
mes nombres. Et donc ici, 5 fois 5 par exemple. Hop, on voit bien que ça fait 25. Donc à chaque fois, j'ai bien fait un rechargement ici et un enregistrement ici d'ailleurs pour que le résultat s'affiche correctement. Et donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Chaque langage de programmation dispose de types de données. Et ces types de données seront traités en fonction de ce qu'ils sont. Donc ici, des nombres. On a vu aussi des chaînes de caractères, mais il en existe d'autres. Des objets, par exemple. Alors là, ça ne fait pas partie de la vidéo, mais ça pourrait être un point entier. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais aussi et surtout des booléens. Et qu'est-ce qu'on entend par booléen? Voilà, je vais en créer un ici. Boolean. Et mon booléen, ça va être true ou false. Autrement dit, vrai ou faux. Donc ça peut servir dans des conditions. Mais voilà, pensez bien justement qu'à chaque type de données correspond une utilisation bien précise. Alors certains langages de programmation traitent différemment les nombres à virgule des nombres normaux, comme ici. Dans ce cas-là, on peut appeler les nombres normaux, donc sans virgule, des integers pour des entiers, et des nombres à virgule, des floats, par exemple. Encore une fois, ici en JavaScript, il n'y a pas vraiment de différence. D'ailleurs, on va le voir, si on fait 5 divisé par 2, j'enregistre, je relance. Voilà, on a bien 2.5 qui s'affiche. À noter qu'en programmation, on ne va pas utiliser la virgule dans des nombres, justement à virgule, on utilise le point. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Ici, si je veux faire 2,5 multiplié par 4, par exemple, eh bien je ferai 2.5 multiplié par 4. Et j'enregistre. Je recharge et on voit bien que le résultat vaut 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on combine un petit peu ça avec ce que nous avons vu précédemment? C'est-à-dire que je peux demander, par exemple, à créer un petit programme pour faire une addition. Donc, pour ça, je vais créer une première variable que je vais appeler nombre A, par exemple. Alors, notez bien ici comment je mets justement des variables qui ont plusieurs mots, par exemple, dans leurs variables. Je vais les noter comme ça. Le premier mot en minuscule et la première lettre du deuxième mot. Alors ici, il n'y en a qu'une en majuscule. Mais je pourrais aussi faire premier nombre, par exemple. C'est comme vous voulez. Et ce premier nombre, là, je vais l'affecter directement en même temps que sa déclaration. Je peux le faire, d'ailleurs. Et ici, je vais lui dire que ce premier nombre, je veux un prompt avec quelque chose de très classique que vous avez trouvé dans beaucoup de cours de programmation du style « entrer un nombre ». Voilà, par exemple. Et je vais faire pareil pour le deuxième nombre. Et je vais lui dire prompt. Et je vais lui dire aussi entrer un deuxième nombre. Tout simplement. Et pour finir, je vais faire un console.log. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que dans ce log, je vais additionner le premier nombre avec le deuxième nombre. Voilà, un petit peu comme on avait fait pour Bonjour Bertrand, par exemple, avec la concaténation. Donc voilà, on peut le faire ici directement, carrément dans la méthode. Tout ça, ça sera considéré au final comme un seul argument. Ou alors, je pourrais d'ailleurs sortir ça et créer une troisième variable qui s'appelle résultat et lui donner premier nombre plus deuxième nombre. Faire cette opération-là, au final, ici. C'est comme vous préférez. Donc, voilà, pour plus de clarté, on va peut-être faire ça comme ça. Voilà. J'enregistre. Et je vois ce qui se passe maintenant quand je recharge la page. Je vais rentrer un premier nombre, je vais dire 1. Et je vais rentrer un deuxième nombre, je vais dire 1 aussi. Je valide avec OK. Alors, juste pour une petite précision, là j'utilise un accent dans une chaîne de caractères et vous voyez qu'il y a un petit problème d'encodage. Je ne vais pas aller jusque-là dans cette vidéo, donc pour l'instant, voilà, on va faire avec. Mais dites-vous que ça, il y a des moyens très simples de le régler. Et je vais faire OK. Et ici, justement, on voit bien que c'est 11 qui nous retourne. Et alors nous, on voudrait faire un calcul et on voudrait qu'il nous affiche 2. Donc il nous fait en fait ici une concaténation.
Alors la grande question, justement, c'est pourquoi il nous fait une concaténation ici? Moi, je veux faire une addition, je veux pas concaténer des nombres. Et au final, eh bien, pourquoi ça? Parce que notre fonction prompt, ça il faut le savoir, ça renvoie par défaut une chaîne de caractères. Ça renvoie un string et à aucun moment on lui dit cette chaîne de caractères, je veux que ce soit un nombre. Donc vous comprenez bien justement l'importance, l'intérêt de toute cette notion de type de données. Et pour ça, comment on fait? Eh bien, simplement, il faut dire au programme de convertir ma chaîne de caractères en nombre. Et ça, on peut le faire à partir du moment où ma chaîne de caractères, elle comprend quelque chose comme 1, 2 ou un nombre, voilà, tout simplement. Et donc ça, il y a un moyen de le faire et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et bien pour ça, je pense que vous aurez commencé à le deviner, il existe une fonction qui nous permet de le faire. Et donc, pour ça, je vais aussi stocker le résultat de cette fonction. Eh bien, dans premier nombre, donc et deuxième nombre, donc je vais réaffecter, je pense que vous commencez à connaître ce terme, le contenu de ces variables. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retaper le nom de la variable. Donc, le let, eh bien, ne me sert à rien puisqu'il existe déjà. Donc, il est déjà déclaré. Je n'ai pas besoin de le refaire. Je dois juste la reprendre comme on fait ici. Et je vais lui dire que le premier nombre, eh bien, c'est quoi? C'est number. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser pour convertir. Alors, attention ici, c'est un N majuscule. Donc, il y a des petites différences justement entre le number qui est là en termes de méthode et le reste. Mais voilà, je ne veux pas complexifier les choses, donc prenez ça comme ça pour l'instant. Et number, je vais lui dire quoi? Eh bien, je vais lui dire que je veux convertir premier nombre, voilà, tout simplement. Et je vais faire la même chose pour le deuxième nombre, donc number, deuxième nombre. Ça, ces deux lignes-là, ça aura vraiment du coup pour résultat de convertir. Et donc du coup, après ici, on n'aura plus une concaténation, mais bien une addition entre les nombres. J'enregistre, je recharge, je rentre un premier nombre, 1, j'en rentre un deuxième, toujours 1, je valide, et là, on voit bien qu'on a un 2. Et donc là, ça fonctionne. Donc vous voyez bien l'importance de l'utilisation de ces types de données. À cette étape-ci, on avait des chaînes de caractères. Ici, on a converti nos chaînes de caractères en nombres. Et ici, on a additionné les deux nombres, ce qui nous a permis d'afficher le résultat. Alors, ça fonctionne avec les nombres entiers, mais ça fonctionne aussi avec les nombres à virgule. Donc, si je mets 2.5 ici et 7.8 ici, je valide, on a bien 10.3. Donc, on voit que ça fonctionne dans les deux cas. Je dis ça parce qu'il y a aussi la fonction parseInt qui fonctionne, mais ce parseInt va nous renvoyer à chaque fois un nombre entier. Et donc, si je fais ça avec un parseInt, eh bien, je vais mettre 5.2 et 3.1, ça nous renvoie 8, ça enlève la virgule. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que dans ce cas-ci, j'utilise plutôt number. Vous savez maintenant comment faire un programme qui additionne des nombres. Super! Et alors, justement, je voudrais aussi vous parler, avant de continuer, des commentaires. Si vous avez envie de prendre des notes dans votre code, d'ajouter des choses qui ne seront pas interprétées, d'accord, qui ne seront pas exécutées, vous pouvez mettre 2 fois slash et ensuite rajouter un commentaire. Ce commentaire-là, eh bien, il va vous permettre de rajouter des notes dans votre code pour expliciter ce que fait un bout de code, une fonction, etc. Et ça vous permet comme ça d'avoir en quelque sorte des mémos. Alors attention, même dans du code pro, c'est très courant de trouver des commentaires pour expliquer à d'autres développeurs ou même pour se réexpliquer plus tard le fonctionnement de certaines choses. Dernier usage des commentaires avant de passer à la suite, c'est qu'on peut l'utiliser pour effacer, entre guillemets, une ligne de code. Donc si je place ça ici au début, un commentaire au début ici, eh bien cette ligne de code est toujours présente dans mon fichier, mais elle ne sera pas exécutée. Donc si vous voulez faire des tests, etc., c'est une bonne idée. N'oubliez pas de nettoyer votre fichier ensuite. Donc je fais un CTRL S pour enregistrer, et on passe à la suite. Et juste à présent, eh bien, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le code il s'est vraiment exécuté de haut en bas, de façon vraiment très linéaire. Et justement, on va commencer à casser un petit peu tout ça en voyant ce qu'on appelle des structures de contrôle. Des structures de contrôle, elles vont justement
vous permettre de modifier la façon dont votre code est exécuté, soit en répétant plusieurs fois une partie de code, soit en sélectionnant une partie de code qui sera exécutée en fonction d'une condition. Par exemple, il en existe d'autres, mais c'est celle qu'on va voir dans cette vidéo d'initiation que je vous propose aujourd'hui. Et pour ça, on va un petit peu supprimer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et on va remettre les choses ensemble. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est simple. C'est un petit programme, un grand classique de la programmation qui va nous faire découvrir si on est majeur ou mineur. Alors, en Belgique et en France, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Et même, pour être plus précis, l'âge de la majorité, c'est supérieur ou égal à 18 ans. Alors, notez bien la façon dont je note ça. Supérieur ou égal. C'est d'ailleurs des symboles qu'on va utiliser, à savoir plus grand, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Et encore, deux derniers. Le premier étant égal. Voilà, si on doit tester une égalité, ça sera deux égales comme ça, pas confondre avec un seul égal qui est l'affectation des variables. Ou si on cherche quelque chose de différent, ça sera un point d'exclamation. Et ensuite, un égal. Ça, c'est très important à comprendre pour ce que nous allons voir maintenant. Alors, la première chose qu'on va demander, c'est l'âge de l'utilisateur. Alors ici, on va réutiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on va déclarer une variable âge. Et cette variable âge, ça sera un prompt d'une question. Quel âge avez-vous? Point d'interrogation. Et comme vous le savez maintenant, eh bien cet âge, on doit le convertir en nombre. Alors, on peut le faire sur une autre ligne, ou alors on peut combiner les deux. On peut enchaîner comme ça différentes fonctions. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire number, prompt, quel âge avez-vous? Alors, dans ce cas-ci, faites bien attention aux parenthèses ouvrantes et fermantes. On utilise une première fonction ici, dans laquelle on en met une deuxième, et ensuite on ferme la première fonction. C'est la petite subtilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez très bien le faire en deux temps, en mettant âge égale number âge. Ça reviendra à la même chose. Mais moi, je vais repartir sur la première pour gagner une ligne. Encore une fois, c'est comme vous voulez. Ensuite, et c'est maintenant que ça se joue, on va afficher vous êtes mineur ou vous êtes majeur en fonction d'une condition. Et cette condition, elle sera justement basée sur cette variable âge qu'on a reçue juste avant. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la première structure de contrôle, la condition. Donc ça s'écrit if, donc ça veut dire si en français. Et donc, si on utilise if, on ouvre les parenthèses et à l'intérieur, on met la condition. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme condition? Eh bien, est-ce que l'âge est strictement inférieur à 18? Si j'ai moins de 18 ans, je suis mineur. Donc, je ferme la parenthèse et j'utilise maintenant les accolades. À l'intérieur de ces accolades, eh bien, le code sera exécuté seulement si la condition est remplie. Et donc, on va dire que si l'âge est inférieur à 18, eh bien, on va afficher, enfin, console.log par exemple, vous êtes mineur. Et ensuite, on peut enchaîner avec un else. Donc, le else suit toujours un if. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Dans le else, eh bien, c'est ce qui sera exécuté. Si la condition ici n'est pas respectée. Et donc, si vous n'êtes pas mineur, eh bien, vous êtes majeur. J'enregistre et je teste ça de suite. Je recharge, on me demande mon âge, je veux dire que j'ai 17 ans, et on me dit que je suis mineur. Je vais recharger la page une nouvelle fois, je dis que j'ai 18 ans, je valide, et là je suis majeur. Ça fonctionne aussi évidemment si j'ai 19 ans. Donc, on voit bien comment cela fonctionne. Alors, juste pour bien attirer la différence sur tout ça, eh bien, on va voir les choses un petit peu autrement. On va dire que si on est inférieur
ou égal à 17, voilà, ici on est mineur, d'accord? Jusqu'à 17 ans, on est mineur. Inférieur ou égal à 17, ou juste inférieur à 18, au final, ça serait bon. Mais ça va nous permettre d'ajouter une deuxième nuance. Et ça, on peut l'ajouter avec else if. Else if nous permet d'ajouter une seconde condition. En fait, on peut ajouter autant de conditions que l'on veut à la suite les unes des autres. Et ici, dans mon else if, eh bien, j'ai besoin de repréciser une condition. Donc, c'est pas comme le else où ça s'exécute d'office si la condition n'est pas respectée. Ici, j'ai besoin d'ajouter une deuxième condition. Donc, je le refais de nouveau entre parenthèses et je vais lui dire que si l'âge égale, cette fois-ci, 18. Et là, je vais rajouter une petite nuance en disant console.log, vous venez d'être majeur. Voilà, vous venez d'atteindre l'âge de la majorité au final. Et donc ici, on n'a non plus deux résultats possibles, mais trois. À noter que des else if, entre le if et le else, je peux en avoir autant que je veux. Donc je pourrais avoir 5 else if à la suite si je veux. Et à chaque fois, le code va commencer à être lu et va s'arrêter quand la condition sera respectée. Si aucune condition n'est respectée, ça va s'arrêter à else. Le else aussi est optionnel d'ailleurs. Donc je pourrais juste avoir le if. Donc je suis parti, je vais retester ça. Je repars sur Chrome, je recharge. Quel âge avez-vous? 15 ans, je valide. Vous êtes mineur, parfait. Je recharge, 17 ans, toujours mineur. Je recharge encore une fois. Et cette fois-ci, je vais tester avec 18 ans. Eh bien là, on voit que je viens d'être majeur. Donc on est bien dans la deuxième condition. Enfin, si j'essaye avec 19, là on rentre dans la troisième où on dit que je suis majeur. Donc vous voyez bien comment fonctionne au final cette structure conditionnelle-là. Mais qu'en est-il si jamais on a envie de répéter une portion de code plusieurs fois? Eh bien pour ça, on va utiliser une autre structure de contrôle. Et cette structure de contrôle, eh bien, c'est la boucle. La boucle, elle va vous permettre de répéter plusieurs fois une instruction en fonction d'une condition. Et pour ça, le mot-clé, eh bien, il y en a plusieurs, mais un qu'on retrouve assez souvent, c'est le mot-clé while. Avec while, on peut définir une condition ensuite entre parenthèses, on va y revenir juste après. Et ensuite, on va faire un petit peu comme pour le if, on va ouvrir des accolades et dans ces accolades, on va mettre ce qu'on veut effectuer. Donc encore une fois ici, par exemple, je pourrais demander un console.log, par exemple, et de dire simplement bonjour, par exemple. Voilà, c'est vraiment pour la petite démo. Et ensuite, eh bien, il n'a plus qu'à donner la condition qui se trouve ici. Alors cette condition, généralement, ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est un compteur. Donc, on va définir une petite variable. Par exemple, on va l'appeler compteur. Comme ça sera très clair. Et on va dire que le compteur, eh bien, de base, il vaut 0. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est lui dire que tant que le compteur, au final, il est inférieur à 10, eh bien, on va effectuer ce code-là en boucle. Et donc, du coup, ici, par exemple, on a un petit problème, ça va se voir tout de suite. Je vais lancer le code que j'ai effectué jusqu'à présent en rechargeant la page. Voilà, c'est qu'on voit qu'il l'effectue vraiment en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. En gros, il n'y a aucune condition pour sortir. Alors là, on voit le nombre de fois où il nous dit bonjour. Et on voit que là, il nous a déjà dit bonjour à peu près 160 000 fois. Donc c'est beaucoup quand même. Et il faut lui mettre un stop. Et justement, eh bien, il vient de où le fait que ça tourne en boucle sans avoir de stop? Eh bien, ça vient du fait qu'à aucun moment ici, on lui dit que notre compteur, eh bien, on doit l'augmenter. Et donc, à chaque passage dans la boucle, c'est ce qu'on va faire. On va lui dire simplement que le compteur, eh bien, il est égal à la valeur du compteur plus 1. Voilà, on va augmenter de 1 à chaque fois. Et donc ici, maintenant, si je relance mon code, là on est déjà à 837 000, je vais le relancer. Hop. Voilà, c'est vraiment une mauvaise pratique parce que voilà, on voit vraiment ici que ça a un petit peu fait planter justement mon navigateur. Donc je vais simplement le quitter.
Alors, j'arrive même pas à le quitter d'ailleurs. Donc, pour le coup, je vais faire simplement un CTRL-ALT-DELETE et ouvrir le gestionnaire des tâches pour venir tout simplement terminer mon processus Google Chrome. Voilà, fin de tâche, c'est bon, c'est fini, c'était juste pour la démo. Ne reproduisez pas ça à la maison. Et donc du coup, ce que je vais faire, je vais simplement réouvrir avec Google Chrome mon fichier démo, voilà. Et ici, simplement, en inspectant le code source, je reviens sur la console et ici, on voit bien qu'il l'a effectué 10 fois, exactement 10 fois. Et donc, eh bien, vous avez bien compris ici le fonctionnement. Donc, si j'ai envie de le faire uniquement 3 fois, ou même 2 fois ici, eh bien, je n'ai qu'à modifier ici ma condition et à relancer ma page. Et donc, du coup, maintenant, il y a encore 2-3 petites choses que je voudrais voir avec vous avant de vous quitter. Et notamment, c'est comment définir nos propres fonctions. Parce que oui, au final, on a utilisé des fonctions qui étaient déjà disponibles, mais il y a aussi moyen d'écrire les nôtres. Et ça peut se retrouver fort utile par la suite. Alors pour ça, en JavaScript, il y a vraiment plein de moyens différents d'écrire nos propres fonctions, etc. On va encore en voir une seule ici, vraiment pour vous montrer une fois les bases. Et donc du coup, on va réutiliser un petit peu les choses qu'on a vues précédemment et on va créer une fonction qui va nous permettre de dire, bah voilà, bonjour, suivi du prénom à chaque fois. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer la fonction en premier lieu. Et donc, je peux écrire par exemple function pour lui dire, ok, là ce qu'on va écrire, c'est une fonction à nous qu'on pourra réutiliser par la suite. Et on va utiliser la fonction dire bonjour par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de donner à notre fonction au final? Eh bien, c'est le paramètre qu'elle va accepter. Si vous vous souvenez, en console.log par exemple, ou dans alert, on lui passait au final, à chaque fois, la chaîne de caractères qu'on voulait afficher. Eh bien ici, c'est un petit peu pareil. On va faire une fonction dire bonjour et on va lui dire qu'on va prendre un nom, tout simplement. Et ensuite, on va dire ce que la fonction devra faire. Et simplement, ce qu'elle devra faire, c'est un console.log. Et un console.log de quoi? Eh bien de bonjour suivi du nom, tout simplement. Et donc ça, on a déjà appris à le faire. On va utiliser la chaîne de caractères bonjour et on va la concaténer avec la variable nom que notre fonction va recevoir, tout simplement. Et donc, on va mettre un point virgule ici, voilà. Et on a notre fonction. Donc on a une fonction dire bonjour qui va accepter un nom. Et ensuite, on va faire un coup de console.log suivi du nom. Maintenant qu'elle est définie, eh bien, je peux l'utiliser. Je peux dire simplement dire bonjour. Voilà, c'est le nom de notre fonction, on l'a créé. Et on peut passer maintenant Bertrand, par exemple. Hop. Et maintenant, si je l'utilise, voilà, je vais recharger ma page. On voit bien qu'il affiche directement bonjour Bertrand. Alors, vous me direz à quoi ça sert au final? Eh bien, ça sert à sortir des parties de code que vous allez souvent utiliser. Admettons que vous faites un programme, bon, c'est un peu simpliste, mais qui va dire bonjour à pas mal de monde. Eh bien, vous pouvez simplement faire un dire bonjour. Donc, on a fait Bertrand, mais on peut voilà, dire bonjour Roger, par exemple. Dire bonjour Tony, par exemple. Voilà. J'enregistre tout ça. Et alors ici, eh bien à chaque fois, ça sera bonjour Bertrand, bonjour Roger, bonjour Tony, sans devoir à chaque fois répéter le console.log avec la concaténation, etc. Je viens, je recharge de nouveau la page et je vois que ma fonction fonctionne bien. Justement, c'est le cas de le dire. Donc, voilà un petit peu l'utilité de créer ses propres fonctions. Encore une fois, en JavaScript, il y a différents types de fonctions, etc. Mais en tout cas, le concept que je vous explique là reste à peu près le même. Ok, donc on a déjà vraiment vu pas mal de choses sur JavaScript, sur l'introduction à la programmation en général. Bon, bien sûr, ça reste une vidéo d'intro, forcément, mais vous comprenez déjà pas mal de concepts. Et justement, il est temps de le mettre en application. Alors, si vous ne connaissez pas encore HTML, etc., je vous conseille ma vidéo sur les bases d'HTML, vraiment pour bien aborder ce point-ci. Mais si c'est le cas aussi, vous avez déjà des petites notions, eh bien, on est parti pour voir que justement, tout ce qu'on a appris ici peut justement bien venir s'intégrer
dans tout ce qu'on a vu pour faire quelque chose de fonctionnel avec un petit compteur. Bon, ça ne sera pas quelque chose de sidérant, mais déjà, ça nous montrera déjà quelques petites bases. Alors, il y a juste un ou deux trucs que je vais vous montrer en plus sur comment l'intégrer forcément. Donc, pour ça, on est parti. Je vais prendre une base d'HTML. Donc, encore une fois, si ça ne vous parle pas, allez faire un petit tour sur la vidéo et puis revenez ici. Et ensuite, eh bien, ce que je vais faire simplement, c'est créer mon petit prototype de compteur. Alors, pour ça, simplement, je vais créer un bouton qui sera un bouton moins. Je vais créer une balise span dans laquelle je vais afficher 0. Ça sera voilà, le nombre de mon compteur. Et je vais afficher ensuite un petit bouton plus. Donc pour l'instant, on est sur de bonnes bases. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans le span, je vais lui donner un ID pour pouvoir le retrouver dans le JavaScript et venir le modifier en temps réel. Donc je vais l'appeler compteur, voilà, je pense que c'est le plus simple. Et ensuite, au niveau du bouton, eh bien là, je vais utiliser quelque chose de nouveau qui est onClick. En fait, vous avez pas mal de nouveaux attributs comme onClick, onMoveOver, etc. qui vous permettent de déclencher des fonctions lorsque quelque chose est fait. Et donc ici, par exemple, le onClick permettra de déclencher une fonction quand on cliquera sur le bouton moins. Sans surprise, cette fonction qu'on va créer ensuite, on va l'appeler diminuer. Voilà, je mets bien les parenthèses. Donc c'est une fonction, ça on n'en a pas encore parlé, mais certaines fonctions, c'est le cas ici, vont s'utiliser sans argument. Dans ce cas-ci, on utilisera quand même les parenthèses. Ça permet aussi de dire à JavaScript ou à votre langage de programmation, voilà, ça c'est une fonction. Je vais faire pareil pour le onClick ici, et je vais lui dire ajouter. Donc pareil, je crée cela. Et ensuite maintenant, ce que je vais faire, d'ailleurs d'abord je vais vous montrer le résultat. Donc j'enregistre et je viens voir mon démo.html. Je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Et on voit ici, tadam, que j'ai un compteur. Donc ce compteur-ci, ça prototype assez bien ce que je veux faire. Et quand j'appuie sur le plus, eh bien, ça va augmenter. Et quand j'appuie sur le moins, vous l'aurez compris, ça va diminuer. Et donc ça, pour modifier tout ça en temps réel, je vais utiliser le JavaScript. Donc je crée une balise script. Et dans cette balise script, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà déclarer une variable compteur qui va permettre d'avoir mon décompte en temps réel. Et ensuite, je vais utiliser une fonction diminuer. Voilà, cette fonction diminuer, vous l'aurez compris, elle aura pour rôle de diminuer mon compteur. Et je vais créer une fonction ajouter qui aura pour rôle d'incrémenter mon compteur. Donc, cette fonction diminuer, maintenant, eh bien, je n'ai qu'à décrire ce qu'elle va faire. Et ce qu'elle va faire, au final, c'est assez simple. Elle va reprendre ma variable compteur et elle va la réaffecter à compteur -1. Voilà, tout simplement, je vais enlever 1 à mon compteur. Et ensuite, là, je vais aussi utiliser quelque chose de nouveau qui est document.getElements.byId. Et cette fonction-ci, eh bien, elle me permet d'aller rechercher en fait une balise HTML par son ID. Ça tombe bien, on a défini l'ID de la balise span, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on l'a appelé compteur, là on passe une chaîne de caractères en argument. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un .inner HTML. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une propriété. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça pourrait être disponible dans une vidéo future, pourquoi pas. Mais tout ce code-là me permet d'aller remodifier le contenu de ma balise span qui est ici. Et donc, à quoi on va la setter? Eh bien, à la valeur de compteur, tout simplement. Donc, on va enregistrer et on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais recharger ma page, forcément. Et je vais appuyer sur le moins. Et on voit que ça fonctionne. Super, donc c'est parfait. Mais évidemment, le plus ne fonctionne pas encore vu qu'on n'a pas encore codé la fonction. Et donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire compteur égale compteur plus 1, vous l'aurez compris. Et ensuite, je refais exactement la même chose. Je vais chercher mon document. Je vais faire un coup de getElements.byId. Je vais aller chercher la balise qui a l'ID compteur. Je vais reprendre ce qu'il y a à l'intérieur avec .innerHTML et je vais la redéfinir à la valeur de compteur. Et donc du coup ici, j'enregistre de nouveau
Et là, on devra avoir quelque chose de purement fonctionnel. Donc, je fais moins, ça fonctionne. Je fais plus, ça fonctionne également. Et donc ici, eh bien, vous le voyez, tout ça fonctionne parfaitement. Alors attention, du JavaScript, en tout cas pour l'interface web, quand vous faites un reset de la page, ça remet la valeur à 0. Il y a des moyens de faire persister l'information, mais bon, c'est pas tellement le sujet de la vidéo. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'initiation. Mais en tout cas, vous voyez déjà les possibilités avec tout ça. Mais donc maintenant, j'ai sorti vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fonctions d'un chapeau, etc. Mais tout ça, évidemment, ça provient bien de quelque part. Alors, forcément, tout ça, ça provient aussi de recherche, de documentation, etc. Pour JavaScript, par exemple, vous pouvez taper JavaScript documentation, par exemple. Voilà. Et vous tombez sur des sites qui vous présentent justement toutes les fonctions de JavaScript, tout ce que vous pouvez retrouver. Donc, si vous allez en tapant JavaScript documentation, vous tombez sur la documentation Mozilla qui est très bien fait et qui contient, voilà, notamment un guide détaillé, etc. sur tout ce qui est utilisable dans JavaScript. Donc voilà, découvrez vraiment ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment vu une toute petite partie avec vous, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à progresser, que ça vous aura permis de mettre le pied à l'étrier, voilà, vraiment, de commencer vraiment à découvrir, à plonger dans le domaine de la programmation. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez une partie 2 pour aller encore plus loin, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires, ça sera vraiment avec plaisir. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile en tout cas. Moi, ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit dès le départ de la vidéo, on n'a pas fait quelque chose d'hyper complet, mais au moins maintenant, eh bien, vous savez concrètement ce qu'est la programmation. Vous savez déjà visualiser comment se passent les choses et vous savez déjà maintenant savoir si ça vous plaît ou pas. Et en tout cas, j'espère vraiment que je vous aurai donné envie de continuer, de progresser, etc. N'hésitez pas à enchaîner les cours, les tutoriels et surtout à pratiquer énormément car c'est vraiment un domaine dans lequel il faut pratiquer pour s'améliorer. Si vous cherchez un hébergement web, eh bien n'hésitez pas à prendre ça chez Hostinger avec le petit code promo Bertrand. Vous gagnez 7% de réduction et ça c'est quand même très confortable, surtout que les prix de base ils sont déjà relativement pas chers pour un hébergement de cette performance. Si vous avez aimé le contenu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me dire votre avis dans les commentaires ou pourquoi pas poser vos questions. J'essaye d'y répondre toujours le plus rapidement possible. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!